Bonjour à chacun, on se retrouve pour la correction de l'épreuve CCP MP 2017 consacrée à la résonance magnétique nucléaire. Et on en était donc à la question 40 qui traite de la création d'un champ magnétique par un supraconducteur, donc une question assez classique, avec cette relation constitutive des supraconducteurs, dite relation de London, bon c'était pas précisé, rotationnel de J est égal à moins lambda B, donc on va voir que dans un supraconducteur on a un petit peu la même chose, mais en régime statique que l'effet Pau dans un métal, c'est-à-dire que le champ magnétique va pénétrer sur une très faible épaisseur dans le supraconducteur et que donc il est rejeté à l'extérieur du supraconducteur, et c'est ce qu'on appelle l'effet Meissner. Alors, je vais donc corriger dans cette vidéo de la question 40 à la question 47, donc la fin de la partie 2. Donc on nous expliquait que pour obtenir donc un champ intense, on utilise un supraconducteur qui va subir une transition de phase pour une température plus petite que 133 Kelvin, et que le supraconducteur est donc caractérisé par rotationnel de J égale à moins grand lambda B, avec lambda une constante positive. Et dans la question 40, on nous demandait l'unité de cette constante lambda. Donc on va faire de l'analyse dimensionnelle sur cette relation. J c'est en ampères par mètre carré, puisque le flux de J c'est l'intensité. Un rotationnel on divise par une distance, donc c'est en ampères mètre moins 3. B est en Tesla, donc en termes d'unité. On demandait l'unité, pas la dimension, on fait bien attention. Si on te demande dimension, tu réponds dimension avec une équation en dimension entre crochets. Si on te demande unité, tu réponds unité dans le système international. Donc lambda ampère mètre moins 3, Tesla moins 1. Question 41. Alors, en supposant qu'on peut appliquer les équations de Maxwell du vide, alors là je vois la même ambiguïté que dans les questions du début de la partie 2, parce qu'en fait on te dit dans le vide, mais il y a un vecteur densité volumique de courant, donc bon, il ne fallait pas se laisser perturber, évidemment il fallait garder J, le vecteur J. Donc on va trouver une relation entre guillemets, non pas de propagation, mais une équation différentielle vérifiée par B, avec la même technique que celle que tu utilises dans n'importe quel milieu, que ce soit le vide pour trouver l'équation d'Alembert, dans un plasma, peut-être que tu l'as vu, dans la RQS pour trouver l'équation de diffusion qui te permet de remonter à l'effet de Pau. Donc on se laisse guider par les équations. Je n'ai pas réécrit les 4 équations de Maxwell, tu les as dans la vidéo précédente, on les rementionnera au fur et à mesure. Donc rotationnel de B égale gradient de divergence de B moins Laplacien de B. Donc divergence de B est nulle, ça c'est l'équation de Maxwell flux, c'est toujours vrai. Rotationnel de B c'est Maxwell ampère, donc c'est mu0J. On avait négligé le courant de déplacement, improprement appelé courant de déplacement, le epsilon 0 dE sur dt dans l'équation de Maxwell ampère, parce qu'on était dans la RQS. Voire là on est en régime statique. Donc on peut sortir le mu0, et c'est là que la relation rotationnelle de J va nous servir. Donc on va remplacer rotationnel de J par moins lambda B, et donc on trouve une équation ici du second temps, puisqu'on a un Laplacien, donc il ressemble, c'est pas l'équation de diffusion, c'est pas l'équation d'Alembert. Voilà donc cette équation du deuxième ordre, tout à l'heure on va la projeter, parce que c'est une équation vectorielle, on va voir comment la résoudre. Alors, faire apparaître, question 42, dans l'équation différentielle, une grandeur homogène à une longueur notée delta. Alors c'est peut-être pour ça qu'on t'avait fait calculer le grand lambda, néanmoins en fait on n'avait pas vraiment besoin de faire cette analyse dimensionnelle pour définir delta est égal à 1 sur racine de mu0 lambda. Alors pourquoi est-ce qu'on peut affirmer que delta est une longueur? Bien sûr on pourrait aller chercher les unités de mu0 et de lambda pour le démontrer, mais ce serait vraiment très très maladroit. L'idée c'est de faire de l'analyse dimensionnelle comme d'habitude directement sur l'équation différentielle, bien sûr en partant du principe que l'équation différentielle que tu as établie est correcte, mais un Laplacien, donc c'est dimension de B divisé par une distance au carré, puisqu'on dérive 2 fois par rapport à une dimension d'espace. Donc comme l'équation est homogène, mu0 grand lambda c'est aussi l'inverse d'une distance au carré, que l'on peut poser donc égal à 1 sur delta carré, et c'est comme ça qu'il fallait le faire et non pas remonter aux dimensions, parce que sinon c'était vraiment pénible. Voilà, donc c'était la question 42, donc là on va voir que c'est l'équivalent de
l'épaisseur de peau de l'effet de peau, puisque le champ, on va le voir, va décroître exponentiellement avec cette distance caractéristique, mais pour l'instant, à ce stade du raisonnement, c'est juste une distance. Alors, question 43. En utilisant les invariances du problème, montrer que le champ supraconducteur s'écrit sous la forme. Oui, puisque donc on suppose qu'on a un supraconducteur pour les x positifs, pour les x négatifs, c'est le vide, dans lequel règne un champ magnétique orienté selon l'axe Z, donc j'ai mis l'axe Z ici comme ça, X vers la droite, donc Y vers le fond, hein, toujours la règle des 3 doigts de la main droite, un trièdre direct. Et donc ici on a le champ B0 et on nous explique que comme on est dans une modélisation volumique, il n'y a pas de discontinuité du champ, hein, qui apparaîtrait pour des distributions surfaciques de courant, mais ce n'est pas le cas ici. Donc on travaille en coordonnées cartésiennes, et donc a priori le champ B, c'est un champ vectoriel qui s'écrit comme étant, donc avec 3 composantes en cartésien, donc 3 champs scalaires sur les 3 axes x, y et z, et chaque champ scalaire dépend de x, y et z a priori, mais on voit bien que la situation est invariante par translation le long de y, puisque l'interface est infinie, le long de z également, puisque donc on a un plan YZ, cette interface, donc elle est infinie, donc cette situation ne varie pas. Par contre, la situation n'est pas invariante suivant x, puisque pour les x négatifs, on a le champ B0, pour les x positifs, on ne sait pas encore, on va résoudre l'équation qui est au-dessus. Donc a priori, le champ a 3 composantes, Bx, By, Bz, et ces 3 composantes dépendent de x, donc pour respecter donc, les invariances de cette situation. Alors on ne connaît pas les sources du champ, bien sûr, mais on peut raisonner sur les invariances de la situation telle qu'elle nous est présentée dans l'énoncé. Alors question 44, expliciter le champ permanent régnant dans le supraconducteur, donc là on est vraiment en régime statique. Donc pour vérifier les conditions limites qui sont la continuité du champ à l'interface, le champ B0 n'est dirigé que selon l'axe Z. Donc on se doute que dans le supraconducteur, le champ lui-même ne sera dirigé que selon l'axe Z et il dépendra de la variable x. Pour vérifier les conditions aux limites, eh bien, B va dans le supraconducteur être dirigé selon Z. Et du coup, alors cette relation c'est une relation vectorielle, donc il faut bien la comprendre. Hein, cela signifie que Laplacien de Bx moins 1 sur delta carré Bx égale 0, et donc pareil pour y et pour z, et c'est sur z que l'équation va être intéressante. Alors attention au Laplacien de B selon z, c'est pas juste d de B sur dz2, comme je vois très souvent hein, les étudiants l'écrire, mais le Laplacien de Bz, c'est le Laplacien d'un champ scalaire, donc c'est la divergence de son gradient à Bz, hein, et donc voilà comment s'écrit l'équation, et il va rester que la dérivée par rapport à x, qui est d'ailleurs une dérivée droite en réalité, puisque Bz ne dépend que de x. Et donc on a une équation différentielle à coefficient constant du second ordre, avec donc les racines de l'équation caractéristique qui vont être réelles à cause du signe moins ici, donc il faut savoir écrire tout de suite les solutions et profiter de l'introduction de la longueur delta, pour faire apparaître donc dans les exponentielles des choses sans dimension. Donc j'ai appelé C et D les constantes d'intégration, pour ne pas mettre B parce que c'est le champ magnétique. Donc Bz de x, C exponentielle x sur delta, plus D exponentielle moins x sur delta, et puis on va exclure physiquement l'exponentielle divergente en plus l'infini bien sûr, pour ne garder que l'exponentielle qui décroît, et puis donc par continuité en x égale 0, on aura B0 exponentielle moins x sur delta. Donc on fait un petit dessin, on démarre avec B0, et le champ décroît avec une distance caractéristique delta, la tangente à l'origine va couper l'axe des B égale 0 en delta. Bien sûr, tout ça c'est des petites choses, mais il faut bien sûr le préciser. Donc c'était la question 44, un champ qui décroît exponentiellement, et tout à l'heure on va voir que delta est vraiment très petit, voilà pourquoi pratiquement le champ ne pénètre pas le supraconducteur. En déduisant la densité volumique de courant, donc là pour une fois on connaissait le champ et on en déduit les sources, très souvent on fait la démarche inverse, on connaît les sources et on en déduit le champ par le théorème d'Ampère, donc là c'était un peu l'inverse, mais on va évidemment se servir de la même relation, rotationnel de B égale mu0j, donc là on est en statique, rotationnel de B on le calcule avec nabla vectoriel B, donc on calcule ce produit vectoriel,
Donc on masque la première ligne, on fait le produit en croix. On masque la deuxième ligne, on part du bas, on fait le produit en croix. Et donc là, on a un terme non nul, hein, c'est moins dBz sur dx. On masque la dernière ligne, on fait le produit en croix et ça fait 0. Donc le seul terme non nul, c'est sur le vecteur y. Et donc mu0j est égal à, moins dBz sur dx selon le vecteur EY. Il ne reste plus qu'à dériver et à tenir compte du signe moins. Et donc on aura j est égal à 1 sur mu0 delta exponentielle moins x sur delta vecteur EY. Alors, question 46. L'ordre de grandeur du paramètre delta est 5 10 moins 8. Donc voilà, c'est très très petit. Donc cela signifie, c'est ce que je disais, que c'est un peu comme un effet de peau. Le champ magnétique ne pénètre que très peu dans le supraconducteur, pour ne pas dire qu'il n'y pénètre pratiquement pas. Donc au bout de quelques delta, le champ est nul. Et donc on pouvait éventuellement citer cette analogie avec l'effet de peau dans les conducteurs. Alors question 47, sans faire de calcul, donner l'allure de BZ de R dans une symétrie cylindrique où le supraconducteur occupe le volume d'un cylindre creux d'épaisseur 100 delta et de longueur très grande devant le rayon R, lui-même très supérieur à 100 delta. On suppose que le champ vaut B0 dans l'espace intérieur au cylindre creux. Donc ici, dans cet espace, on a un champ qui vaut B0 qui est uniforme selon Z. Et donc le champ, eh bien, tout simplement, vu qu'entre R1 et R2, cette épaisseur valait 100 delta et que le champ ne va exister que sur quelques delta, eh bien, on a une courbe tout à fait analogue à celle-là, sauf qu'au lieu d'avoir une variable x, on a une variable r, et donc le champ est expulsé, là aussi, du supraconducteur. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt.